Voilà. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour vos présences sur Home Live ce soir. Bonsoir Nathalie, je suis ravie de vous accueillir ce soir sur Home Live. On s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an, donc par Agnelle Sophia qui vit à Patmos et qui nous a mis en lien toutes les deux. Et c'est vrai que j'avais commencé un travail avec vous et j'ai tout de suite été scotchée par la qualité de ce que vous proposez, la justesse des mots, la précision, la grande douceur en même temps, tout en étant dans un travail ultra efficace et vraiment très, très puissant avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse. Merci beaucoup. Je me suis dit, oh là là, mais Nathalie, j'adorerais la voir comme intervenante sur Home Live. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est fait, ça s'est mis en place et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce soir. Merci. Donc, pour vous présenter rapidement, vous avez toujours été passionné dès votre plus jeune âge par tout ce qui était métaphysique, astrophysique. Et puis après, vous avez fait des études de sciences politiques, de droit, d'histoire et géographie et de sociologie. Donc tout ça, ça a alimenté un petit peu votre côté très cartésien qu'on retrouve aussi dans vos séances, tout en étant très ouverte sur d'autres dimensions. Vous avez un côté voilà, très pragmatique, très cartésien. Et puis après, vous avez eu comme ça arrive souvent dans la vie, voilà, des épreuves de santé avec vos enfants. Et ça vous a amené à faire de nombreuses recherches et à évoluer progressivement vers le métier de thérapeute, médium, guérisseuse. Voilà. Et donc, vous accompagnez en individuel avec des outils qui sont vos outils que vous avez appris à utiliser avec vos propres expériences. Vous avez largement expérimenté. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce chemin d'apprentissage et puis voilà, de vous présenter un petit peu plus en détail? Oui, merci beaucoup Marie-Alice. En fait, moi j'étais plutôt prédestinée à faire de grandes études, hein. Mon père était ingénieur et j'ai été élevée à Bagdad en Irak, et j'ai toujours baigné dans une sorte de multiculturalité et avec aussi peu de capacité d'échange avec les autres, puisque en Irak, à Bagdad, hein, on parlait surtout l'anglais et je ne pouvais pas partager mes ressentis, mes impressions. Donc j'ai eu la grande chance de grandir en n'ayant aucune contradiction concernant ce que je ressentais, ce que j'avais comme information. Et j'avais depuis toute petite des informations très bizarres, hein. Je parlais déjà du web à maman alors que je suis née en 66 et qu'on n'en était encore même pas au téléphone portable et même pas à l'ordinateur portable. Je lui expliquais que je savais qu'on pourrait communiquer tous ensemble juste comme ça, par la pensée, puis par des outils. Voilà. Et quand on est retourné vivre en France, j'avais là donc 10 ans. Et là, je me suis retrouvée confrontée à une réalité qui était loin de tout ce que j'avais pu connaître comme sensation, comme ressenti. Et comme bien des enfants, hein, j'ai écouté mes parents, j'ai fait mes études, enfin, j'étais très assidue à l'école. Et j'ai commencé le droit. Au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que bon, il y avait beaucoup de choses qui m'allaient pas du tout. Alors après, histoire géo, après, voilà, la sociologie. Et à la suite, en fait, j'ai toujours rêvé aussi d'avoir des enfants et d'être écrivain, d'écrire, de parler de tout ce que je pouvais ressentir. Et je me suis toujours sentie vraiment pas en phase avec le reste des gens. Je comprenais pas du tout pourquoi ils étaient hypocrites, pourquoi il y avait pas, pourquoi la vérité n'était pas ce qui était la règle absolue des échanges. Ça, je comprenais pas du tout. Et ça m'a poussée aussi, quand j'ai eu mes enfants, à surtout stopper mes études. Et j'ai commencé à et avoir des maladies, des tas de problématiques. Les enfants font des bêtises, il leur est arrivé des tas de choses très graves qui auraient pu être très graves. Et c'est là, tout d'un coup, que tous mes ressentis se sont amplifiés, que j'ai su, par exemple, stopper une hémorragie, que j'ai su guérir des fractures d'os en quelque temps, voilà, que j'ai pu guérir aussi de cancer, de choses comme ça. Et j'avais aussi beaucoup d'informations sur les amis des enfants.
Les enfants me disaient toujours d'aller attendre très très loin de la sortie de l'école parce qu'ils ne voulaient pas que les parents me rencontrent. Donc j'avais des informations comme ça qui des fois, ne me regardaient pas du tout, hein, sur la vie des gens. Et petit à petit, ça s'est su et c'est comme ça que j'ai dû prendre une étiquette de thérapeute, hein. Alors, au début, j'avais choisi bioénergéticienne parce que, bah, ça collait avec l'énergie, c'était en lien avec le bio, ça m'allait bien. Mais c'est difficile de se trouver une étiquette, hein, je pense que tous les thérapeutes le savent, hein, c'est parce qu'en fait, on est plutôt accompagnant, voilà, et on est dans un dialogue avec le corps de l'autre, avec, son émotion, son vécu et cetera. C'est comme ça qu'on a les informations. Donc, mais accompagnante, voilà, ça pouvait être sujet à caution, donc bioénergéticienne. Et puis petit à petit, ben, ça s'est de plus en plus développé au fur et à mesure de l'interaction avec les personnes qui viennent en séance. En fait, c'est vraiment une collaboration entre les personnes qui viennent et puis moi qui écoute à travers tout leur potentiel, tout ce qu'ils ont à dire, j'entends et je peux transmettre comme ça. Et c'est vraiment un travail en collaboration. Heu, il y a un ressenti de la part de la personne et ça une vérité s'inscrit en elle pour débloquer, déverrouiller et aller plus loin dans son chemin, en fait. Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu aussi, une ou plusieurs étapes importantes dans votre évolution. Vous avez fait des EMI, des expériences de mort imminente. Oui, mmh, Alors là, c'est une grande étape dans l'évolution, l'ouverture de la conscience, dans ce que vous captez, ce que vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? oui, hem, j'ai dû être très têtue, en fait, trop cartésienne. Bon, ma première expérience, c'était j'étais petite, à 3 ans, hein, je me suis noyée. Mon père était en poste à Arzy, à l'époque, en Algérie. Et voilà, je me suis noyée, je suis partie me baigner, contrevenant aux ordres de maman, hein. Et je me suis vraiment bien, bien noyée parce que je me souviens très bien, avoir surplombé mon corps et avoir assisté à tous les rouleaux, qui m'emmenaient, qui m'emmenaient. Et par je ne sais quel miracle, hein, la mer m'a recrachée sur le sable et là personne ne m'a sauvée en fait parce que personne n'avait rien vu et j'ai respiré et voilà. Et puis la 2e expérience, là, c'était à Bagdad, dans la piscine d'un collègue de papa. On fêtait un anniversaire et là, on m'a poussée et je suis tombée dans l'eau et je me suis très rapidement noyée parce que je savais toujours pas nager et au fond de l'eau, tout d'un coup, je me suis élevée au-dessus de mon corps et j'ai vu mon corps qui reposait au fond et ensuite j'ai vu un homme plonger pour me sauver, me réanimer cette fois, voilà. Et là, j'avais toujours pas compris ce qui se passait, hein, parce que je suis restée très hébétée de tout ça. Je n'ai pas mis de nom là-dessus, hein, rien du tout. Et à 21 ans, j'ai fait 3 embolies pulmonaires, une embolie cardiaque, à la maison et parce qu'en plus maman ayant une santé très fragile, je voulais jamais comment dire? La surcharger d'émotions ou de soucis. Donc et je savais pas non plus ce que c'était que des embolies pulmonaires, hein. On a une forte douleur et puis comme je pratiquais déjà la méditation, la respiration yogique et cetera, donc je réussissais à chaque fois à revenir, et à retrouver un état de santé à peu près normal jusqu'à ce que je fasse l'embolie pulmonaire. Et là, effectivement, je suis partie dans un espèce de tunnel escalier qui monte, assez vite, hein, entouré de formes noires, de choses noires un peu effrayantes. Et au bout de ce tunnel, ben, on voit des êtres qui s'agitent un peu. Et puis encore plus loin, il y a quelque chose d'encore plus lumineux qui est comme assis sur un trône et puis qui fait que non, comme ça. Et hop, je suis repartie en arrière et remise dans mon corps, puis là, SAMU et cetera. Puis on a su que j'avais fait une embolie cardiaque. Donc on m'a appelée un petit peu la miraculée et mais très têtue, je continuais de croire que c'était le cerveau qui fabriquait de magnifiques hallucinations et que, décidément, nous étions vraiment très performants au niveau des hallucinations et voilà. Et c'est vraiment plus tard, alors là, j'en avais pas parlé, c'est vraiment plus tard que maman a été atteinte d'un très grave cancer duquel elle est partie de ça, hein, et je l'ai assistée dans son départ
Et là, pendant cette semaine, j'ai assisté à des phénomènes qui étaient tellement de l'ordre d'un dialogue avec l'invisible, hein. Je ne peux pas dire autre chose. Elle parlait un langage totalement inconnu. Elle qui avait vraiment jamais été très douée pour les langues, là, elle parlait des langues totalement inconnues. Et il y avait une telle aura dans la pièce où nous nous trouvions. Et c'était pas du tout à l'hôpital, hein. Et là, j'ai assisté à des phénomènes que je ne pouvais pas fabriquer avec mon cerveau. Et cette nuit où maman est partie, j'ai effectivement vu cette grande lumière qui était comme aspirée dans l'angle de la pièce. Et là, j'ai compris que oui, il y avait quelque chose après la mort et que c'était pas une hallucination de notre cerveau, qu'il se passait vraiment quelque chose. Et, et ça m'a permis d'ailleurs peut-être de surmonter le chagrin. Parce qu'après, j'étais très accompagnée par sa présence. À chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie qui aurait pu être fatidique, hein, accident de voiture ou autre, je sentais sa présence qui me prévenait avant. Et ça m'a poussée à faire des recherches. Ça a vraiment été, j'avais 24 ans, ça a vraiment été euh, bon, c'est un petit peu réducteur de dire que ça a été l'élément déclencheur, mais ça a quand même été ça, l'élément déclencheur qui m'a poussé à comprendre qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait qu'on se mette en quête de qu'est-ce que c'est que ce quelque chose, parce que c'est notre évolution d'humain. On doit absolument comprendre ce qui se passe de l'autre côté du prétendu voile et voir que nous sommes en interaction avec ça, que c'est en nous là maintenant, qu'il n'y a pas besoin de mourir pour en prendre conscience, que c'est à nous de développer ces moyens de dialogue avec l'autre côté, et que l'autre côté, en réalité, reste de l'autre côté tant que ce voile est là, que ce voile s'effondrera euh, au moment où on aura pris conscience que c'est possible. Merci Nathalie de nous partager voilà, ces, ces détails de votre vie très personnels et qui nous permettent de comprendre voilà, qu'il n'y a, pas de séparation finalement entre Non. les deux mondes et que tout notre travail Bonsoir, Éléonore. de réapprendre à enfin, comprendre ces dimensions et de C'est pouvoir ça. Ouais. surtout actuellement. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'époque actuelle et de l'importance de faire ce travail sur soi dans le contexte de cette époque actuelle? Oui, évidemment, hein, vous avez parlé tout à l'heure du confinement, du Covid et tout ça. Bon, moi, ça fait très longtemps que je reçois des messages. Les premiers messages que j'ai eus qui parlaient de l'époque actuelle et de après, ça a commencé en 2003. En 2003, entre 2003 et 2005, j'ai eu des séries de visions énormes suite à des guérisons très fortes que j'avais pu vivre dans mon corps, hein, notamment les cancers thyroïdes et autres. Euh, donc j'ai eu ces visions très fortes qui m'ont montré qu'on allait vers une scission de l'humanité en deux, avec une humanité qui allait être comme anéantie par une forme de plutôt abasourdie. Voilà, une humanité qui allait être abasourdie par les peurs et s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas humain. Et une autre partie d'humanité allait au contraire évoluer dans plus de lumière, plus de compréhension, que notre pensée est vraiment instigatrice du changement. Euh, Ceux qui vont aller ou rester peut-être dans ce que certains appellent la troisième dimension, nous les retrouvons plus tard. Alors les messages que j'ai reçus sont très positifs. Ils disent que rien de ce que nous avons dans le cœur, et c'est CE, mais c'est aussi CEUX, hein, ne sera ou ne seront oubliés. De dire que notre devoir à nous, il est de nous élever, d'ouvrir notre cœur, de comprendre ce qui se passe, d'aimer ceux qui ne peuvent pas comprendre, et surtout de ne pas voir de séparation avec alentour de nous. Parce qu'en voyant une séparation avec alentour, à ce moment-là, nous nous séparons de nous-mêmes. Et donc, il est très important de travailler, ou plutôt d'œuvrer, dans notre conscience d'être unis au sein d'un tout, alors qu'on pourrait appeler Dieu. Et pour moi, Dieu, c'est une dimension. J'ai beaucoup aimé les travaux de Jacqueline Bousquet à ce sujet. Dieu, c'est une dimension. Moi, j'aime bien l'acronyme Dieu, D-I-E-U, une dimension dans laquelle se trouvent des intelligences dans tous les états d'énergie unifiés. Et il nous faut comprendre comment nous sommes nous-mêmes
constitué d'intelligence au pluriel. Ça pourrait être les milliards de petits photons qui nous composent, dans des états d'énergie différents, suivant les plans dans lesquels nous nous trouvons, mais unifiés par notre conscience et notre intention. Voilà, notre intention qui, avec une énergie, une intensité, peut manifester une réalité. Et ça, il y a peut-être 1% ou 25% de la population mondiale qui en est capable. Ce sont tous ceux qu'on appelle les neuroatypiques. J'avais eu une conversation avec le professeur Konstantin Korotkov à ce sujet en 2007, hein, quand nous étions côtoyés, même travaillé ensemble pendant un mois au Pérou. Il m'avait annoncé que 1% de la population mondiale était capable de certaines choses. Et j'ai pu découvrir par la suite, hein, que ça va de 1 à 25%. Voilà. Donc c'est pour ça que cette époque actuelle qui nous a obligés au confinement, qui nous a restreints dans nos libertés, qui nous a séparés les uns des autres, a été une magistrale, je dirais, tremplin, marche, pour au contraire aller chercher à l'intérieur de soi la force de se relier aux autres malgré l'éloignement et la peur. Et donc ça a été une façon en fait pour nous de comprendre qu'il nous faut avancer et pas céder à ces peurs de la maladie, de l'autre, d'un pouvoir totalitaire, de mesures d'exception qui deviennent le quotidien, etc. Il faut sortir de cette peur-là. Cette peur nous annihile. Et voilà ce que je peux dire de cette période actuelle. C'est aussi un petit peu l'apocalypse. Hein. Apocalypse, on en avait parlé avec Aniel à Patmos. Hein. L'apocalypse, c'est la révélation, c'est la vérité qui arrive. Donc, sommes-nous prêts à vivre la vérité? Et quand j'étais allée à Patmos, dans cette grotte fabuleuse où Saint Jean avait reçu l'Apocalypse, j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu m'y recueillir et j'ai entendu qu'il était temps d'ouvrir le livre de la vie, le livre de l'agneau. Voilà, donc c'est ce que je propose en fait de vivre, hein. Ouvrir son propre livre de l'agneau et comme la lame 2 de la papesse, hein, c'est-à-dire écrire sa propre histoire et non plus subir une histoire, subir une forme de destinée qui n'a plus lieu d'être. Oui, c'est ça. Et donc, dans le travail que vous proposez, que ce soit en individuel ou ce qu'on fera dans les ateliers, c'est à la fois un travail de libération de beaucoup de choses. Donc, il y a les Oui. peurs, les messages, les blessures, les vies passées, futures, Mm. les égrégores. Donc, peut-être vous pouvez nous parler un peu de tout ce qu'on peut libérer. Et le but de la libération, c'est d'aller vers autre chose et d'aller vers l'envie de devenir créateur de sa propre vie. Donc, maîtriser ses potentiels, découvrir ses talents. Donc, je vous laisse peut-être parler de Oui, libération et ce vers quoi on peut aller. en fait, ce terme de apocalypse et de révélation, hein, avec ces 7 sceaux, etc., toute cette histoire décrite, on se rend bien compte que là, on est effectivement dans ces fameux cavaliers, hein, la famine, la guerre, la maladie. Les 3 cavaliers de l'apocalypse, puis le 4e, c'est la mort. Mais la mort, c'est la petite mort, c'est-à-dire la mort et la résurrection. En plus, on est en automne, c'est superbe, toutes les feuilles tombent. Donc, c'est vraiment le moment de laisser aller, de laisser mourir toutes nos peurs. La peur de la maladie, la peur du manque, la peur aussi de l'autre, voilà, toutes nos peurs, la peur de la guerre. La peur de l'autre, c'est la guerre. Hein. La peur du manque, ben c'est la peur de manquer de nourriture, d'argent, etc. Et la peur de la maladie aussi. Et ces peurs, elles nous sont venues par nos héritages transgénérationnels. On a tous dans nos familles des gens qui sont morts de maladie, morts de manque. Voilà, on a tout ça. Et ça a créé en nous comme des peurs d'avancer en étant un petit peu toujours dans un besoin de sécurité. On a peur de se lancer. Et pour pouvoir se lancer dans ce nouveau qui arrive, dont nous ne savons absolument rien, parce que si on en croit les physiciens quantiques, il va falloir nettement redélimiter notre définition du temps, notre définition de l'espace, de l'univers. En fait, on est dans des multivers, on est dans des multitents, on est dans des choses absolument inconnaissables. On va inventer ce mot pour l'instant. Et
Et pour arriver à comprendre que le nouveau qui arrive, c'est quelque chose de merveilleux, il faut le créer merveilleux. C'est Philippe Guillemont, hein, qui parle je crois, du futur lumineux. Et donc ce passé qui est derrière nous, qui nous encombre, qui est comme un boulet, eh bien, il faut s'en libérer. Alors, on connaît toutes les blessures, hein, de Louise Bourbeau, mais on connaît aussi les échelles d'émotions, de sentiments, tout ça. Et ça se met en nous, dans tous nos chakras, qui sont en fait ce qu'on appelle les roues cosmiques, et qu'on en a parlé depuis au moins 20 ans, mais ça reste toujours très dogmatique ou très... on ne comprend pas bien finalement qu'est-ce que c'est qu'un chakra. À quoi ça sert de savoir qu'on a une espèce de roue énergétique qui se fait plus ou moins en entonnoir devant, derrière. Je dis, ok, mais à quoi ça me sert? Eh ben, en fait, ça sert à transcender en nous euh, la notion même de corps, nos corps physiques, nos corps éthériques, etc. Euh, Ces chakras, ça sert à communiquer dans tous nos corps pour redéfinir une meilleure version de nous-mêmes. Et on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas complètement purifié, nettoyé. Il y avait le mot espagnol qui me venait tout le temps il y a quelques temps, c'était limpiar. Limpiar, donc rendre lumineux, rendre transparent, être capable de devenir cristallin. Voilà, on sort de la notion du carbone, hein, pour être dans la notion du diamant. Comment le carbone devient diamant? C'est en perdant un électron, l'électron libre. Cet électron libre, hein, qui va favoriser la transformation du carbone en diamant. Donc, nous, c'est nous les électrons libres, hein. C'est tous ceux qui sont les neuroatypiques et qui sont l'évolution de la race humaine, hein, tout bonnement. Donc, comment on nettoie? Avec les outils, les pendules, les vieux outils, hein, le pendule, le tarot de Marseille, que j'adore, hein, qui est un chemin d'initiation. Ça peut être les lettres hébraïques, ça peut être les solides de Platon aussi, qui sont des cristaux dont la forme a été définie par Platon et qui permettent comme ça de travailler sur les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, et donner naissance à ce fameux 5e élément qui se situe au niveau du chakra de la gorge et qui, comme par hasard, hein, le chakra de la gorge, c'est le 5e chakra. Et on nous parle de la 5e dimension. C'est-à-dire que nous allons être dans la dimension du logos. Le 5e chakra, c'est le verbe, c'est l'expression, c'est le logos. Et dans les vieilles traditions, on parlait du logos, le verbe créateur, mais dans certaines traductions, on parle aussi de l'oracle. Et l'oracle créa la chair. L'oracle, le logos, le verbe. Donc on voit que l'oracle, qui est le 3e œil, est lié au chakra de la gorge, qui est la capacité de dire. Donc dire et voir. C'est-à-dire que celui qui voit son meilleur futur peut créer le chemin qui mène à ce meilleur futur. Donc il nous faut rêver, imaginer, pour avoir cette intention de création qui fait qu'on crée des synchronicités pour marcher sur ce chemin de lumière. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du futur? Parce que Oui, ce que vous faites, ça permet aussi d'évoluer, d'apprendre à créer notre futur. Et vous parlez de vous, votre version aussi de l'homme du futur, ce que vous appelez l'humain 2.0. oui, l'humain 2.0, oui. Désolée pour les 1.0 qui sont un petit peu les dinosaures, hein. L'humain du futur, c'est tous nos enfants déjà, tous nos enfants. Tous ceux qui ont des enfants se rendent bien compte que ces enfants-là sont complètement différents de ce que nous, on a pu être, hein. Et beaucoup d'entre nous sont déjà des humains du futur. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des enfants différents peuvent se reconnaître comme étant eux-mêmes des enfants différents. Ils ont été des enfants différents. Tous ceux qui se sentent un petit peu en dehors du coup, on va dire, en dehors de la norme, incapables d'être cadrés dans une structure, qui font des burn-out, qui s'ennuient au travail, euh, qui se sentent tellement comprimés en ce moment, ce sont des humains du futur. Ils ont des capacités neuroatypiques, ils ont des extrêmes sensibilités, ils ont des extrêmes sensations, ils sont hyperacousiques, ils sont clairvoyants, ils ont des pressentiments supérieurs à la normale. Ils ont aussi des sens tactiles très fins.
ils s'ennuient beaucoup en classe, ils ont des façons de voir les choses plus spatiales que cloisonnées. Donc ça, ce sont tous ces potentiels qui demandent à être révélés et qui, tant qu'ils ne sont pas révélés, en fait, créent des problématiques d'adaptation à la société. Et en fait, c'est tout simplement que cette société n'est plus faite pour nous. Ça va s'effondrer. Nous, on vient pour être plus dans l'échange, dans l'équité, dans le partage, dans le ressenti, dans la parole vraie, dans l'émotion vraie. On n'est plus là pour dissimuler qui nous sommes. Et ces potentiels, en fait, on doit d'abord les accepter. Donc, ce que je propose à travers les ateliers, c'est ça. Et souvent aussi, dans mes soins individuels, c'est ça. C'est être en mesure d'accepter qui l'on est et ne plus essayer de se conformer à un modèle ambiant qui n'est plus le bon modèle pour nous. L'humain nouveau, c'est celui qui sera capable d'imaginer, qui peut se téléporter, pourquoi pas, qui peut imaginer que l'énergie libre existe. Un humain qui va remettre en question toute l'histoire qu'on nous a racontée et qui va se dire, mais il y a un truc qui cloche. Pourquoi je me sens si mal sur cette terre, là, aujourd'hui, maintenant C'est comme si j'étais en avance sur mon temps. Je sais que c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Voilà, ça, c'est l'humain nouveau. C'est celui qui peut plus obéir aux dogmes, parce que ces dogmes-là ne lui parlent plus. C'est plus cohérent avec sa nature d'être. Je sais pas si ça répond. Oui, ça répond complètement. Et je trouve ce qui est important, c'est qu'on peut apprendre ce meilleur futur, enfin, l'humain 2.0 se Oui, passe. On peut apprendre à créer notre futur et donc à recevoir des informations du futur le oui. plus possible. Donc ça, vous avez des métaphores qui expliquent bien ça. Vous pouvez peut-être nous les partager avec le Ah oui, sous-marin et la montagne. Et puis, oui, voilà, apprendre aussi, prendre conscience qu'on peut écouter nos propres guidances et ça, vous pouvez l'apprendre. c'est ça. Oui. L'humain futur, en fait, qui est déjà bien enraciné dans le présent d'ailleurs, n'obéit plus à un berger. Ce berger, qu'est-ce qu'il fait avec les moutons, le berger? Heu, il les met dans des parcs, il les tond, il prend le lait, il zigouille un peu les bébés aussi, hein. Donc il faut vraiment apprendre à ne plus suivre un bon berger. Donc plus de gourous, plus de maîtres à penser, plus de personnes qui vont penser à notre place, hein. C'est ça un maître à penser. Il va nous donner un dogme et puis on va l'écouter, on va faire exactement tout ce que le maître nous a dit ou le bon berger, puis on va, aller sur un chemin qui n'est pas le nôtre, qui est prédéfini par, ce que le maître a pensé. Et en fait, on peut parfaitement dialoguer avec notre plus haut soi. Le nouvel humain, c'est dans sa nature. C'est complètement dans sa nature. Donc, il faut juste il faut reprendre conscience dans ce potentiel-là. Moi, j'ai des petites phrases, j'ai des techniques aussi, j'ai des phrases qui me viennent tous les matins quand je me réveille. Donc, ça, je pourrais aussi dire comment ça se passe. Et, euh, et donc, on a des petites phrases comme ça qui vont nous guider tout au long de la journée. Euh, et on va créer des synchronicités. Ça, Philippe Guillemot le raconte très bien, mais il y en a plein d'autres qui en parlent, de créer les synchronicités, de comprendre comment, par notre intention et notre intensité d'intention, l'intensité étant une énergie, un courant, une intensité, donc par cette énergie et cette intention, on va pouvoir euh, rêver de quelque chose et commander, et non pas demander, commander que cela soit. Quand on demande, on sort de soi-même et on demande à plus grand que nous. Quand on commence à comprendre que nous sommes les expressions du divin, que nous en sommes la voix VOIE et VOIX, et nous, la voix du divin, sans nous, je ne vais pas dire Dieu n'existe pas, mais qui pourrait dire que Dieu existe? C'est-à-dire cette dimension divine de toutes les intelligences dans tous les états unis, qui peut dire que cette dimension existe s'il n'y a pas le regard et la pensée qui certifient que oui, cela existe? Donc nous sommes ces humains qui allons définir que cela se peut, que cela existe. Et juste en le sachant. Il suffit d'en avoir la ferme conviction. Quand on m'avait annoncé mon cancer de la thyroïde, j'avais 8 nodules, dont 2 cancéreux. On m'a tout de suite, évidemment, proposé l'ablation.
j'ai dit, laissez-moi réfléchir, déjà, hein. Faire redescendre l'émotion. Parce que dès qu'on est dans l'émotion, ça y est, c'est fichu. Heu, on se met à divaguer, on va dire approfondir notre état de peur, on va imaginer les pires scénarios catastrophes et on va les créer. Alors que si on réfléchit, on prend un temps pour soi, se calmer, se détendre, on regarde ce qu'il y a autour, ben, rien n'a changé finalement. Qu'est-ce qui a changé par rapport à hier? Ben, rien. Sauf qu'aujourd'hui, je sais que j'ai ça, mais hier, je ne savais pas. Hier, je me sentais légère et joyeuse. Pourquoi pas l'être aujourd'hui aussi? Et puis, bah, c'est là où j'ai commencé à voir l'énergie et à pouvoir, l'inspirer et me guérir avec ça. Donc déjà, il faut, faire baisser ses émotions pour pouvoir créer ce meilleur futur, plutôt que d'être embarqué dans la peur d'un chaos et perdre le flux, en fait, perdre le flow, le flux et se faire embarquer dans quelque chose de triste et de sombre. Donc en fait, nos expériences de vie nous amènent à comprendre que nous avons le pouvoir de nous ressaisir pour nous faire sortir un petit peu la tête hors de l'eau, hein, et puis manifester ce meilleur futur. Donc il faut déjà s'autoriser à le rêver. Qu'est-ce que ça répond? Oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du point zéro, que vraiment aujourd'hui on a une époque, Oui, tout transformé très rapidement, que bah, oui, peut-être pas comme ça avant, mais là on est à une transition vraiment particulière. Vous oui, pouvez nous parler un petit peu? Si vous avez des questions, je pense aux personnes qui nous suivent là, si vous avez des oui. questions à poser, hein, n'hésitez pas aussi dans le chat, hein. Le point zéro, en fait, c'est une notion que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années. Hem, à l'époque, je pratiquais, avec un petit dessin, je pratiquais avec mon pendule, hein, et un petit dessin, le dessin d'une balance. J'avais 2 plateaux de balance avec, on va dire la chose négative d'un côté, la chose positive de l'autre et je demandais que la personne équilibre en elle, hem, à l'équilibre, au point juste de l'équilibre, que j'appelais le point zéro, pour ne pas être dans une forme c'était pas une compensation. J'avais l'image de l'âme qui doit les cœurs qui doivent être aussi légers qu'une plume. Heu, donc je me disais: «Pour avoir le cœur aussi léger qu'une plume, il faut trouver le juste point d'équilibre entre nos épreuves et en fait, le cadeau qu'il y a derrière l'épreuve, la solution». Et c'est ça qui m'a amené à comprendre le point zéro. Et puis après, ben, j'ai lu aussi des livres de Kishori qui m'ont bien aidé à mieux l'appréhender, ce point zéro. Donc ce point zéro, c'est le point source, le point origine. C'est comme la spirale. La spirale, elle part d'un point zéro, hein, mais on peut aussi faire revenir dans le cœur de la spirale. C'est-à-dire que l'expérience nous permet d'acquérir une compréhension de quelque chose, donc on fait le mouvement comme ça, on part à l'extérieur de soi, on prend l'expérience et on la ramène en son centre pour en recevoir, on va dire, l'étape de croissance, pour que ça devienne une étape de croissance et non plus une épreuve. Mais si on le voit en tant qu'épreuve, ben, on reste bourreau, victime, on attend le sauveur, etc. Alors que si on comprend que c'est comme un pétale, en fait, hein, et les pétales d'ailleurs des roues cosmiques, hein, ce qu'on appelle nos chakras, si on comprend qu'on part de ce centre, de cette expérience du zéro, qui peut être la naissance d'ailleurs, hein, et puis qu'on monte comme ça à travers toutes nos étapes de vie, et qu'on récupère des informations et les ramène au centre, on les bonifie, on les purifie, et on continue d'évoluer comme ça. Et on va dans une spirale de plus en plus large, et on crée notre propre évolution. Et si on le voyait de haut, bah, ça fait l'ADN. Notre ADN, c'est une succession d'informations qui nous amène à toujours évoluer et grandir. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Nous vivons la capacité de remettre au point zéro toutes nos expériences pour que ça devienne des étapes de croissance. Et cette image de l'escalier en colimaçon, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler l'échelle de Jacob. Donc nous montons de degré en degré comme ça, à partir de ce point zéro. Et il faut toujours revenir au point zéro. Dans la spirale Fibonacci, on n'a de cesse que d'évoluer, mais on ne ramène jamais l'information au centre. Euh,
je vais peut-être être présomptueuse, mais j'aime bien imaginer que maintenant, il est temps de sortir du fameux nombre d'or, le 1,6, qui nous limite à une croissance qui est toujours la même finalement. Peut-être que maintenant, il faut apprendre à revenir au point zéro et redémarrer, revenir et redémarrer pour s'imaginer une nouvelle spirale, peut-être un nouveau nombre d'or, quelque chose de plus exponentiel, je ne sais pas, un nouveau paradigme. Le nombre d'or de la 5D. C'est ça. On est dans le nombre d'or, oui, d'accord, mais peut-être ça nous permet de transformer notre plomb en or. Mais peut-être qu'il faut, je ne sais pas, une spirale de cristal, une spirale, une autre spirale. Alors, en dehors des outils de que Hum. vous avez appris, vous avez aussi d'autres sources d'inspiration qui sont voilà, à disposition de chacun, de tous, facilement accessibles, la nature, invisible, Oui, en fait, oui, c'est ça, c'est le dialogue. le Le dialogue. dialogue, oui, c'est le dialogue. Le dialogue avec tout ce qui est. Quand on comprend comment ça évolue, comment nous sommes, nous, l'axe de notre propre vie. Nous sommes vraiment axe de notre vie. Et cet axe, il est constitué de tous les éléments de la vie. Nous sommes à la fois animal, végétal, minéral. On contient des minéraux en nous. On est aussi ferreux, puisqu'on contient du fer. On contient les métaux nobles. Grâce à la pollution, on a aussi les métaux lourds. Donc, on peut communiquer avec tout, parce que nous avons tout en nous. Et il faut juste le redécouvrir, en fait. Il faut juste ouvrir ce dialogue à l'intérieur de nous, qui nous amène à dialoguer avec l'extérieur. Et pour d'autres, ça sera le dialogue avec l'extérieur qui permet le dialogue avec l'intérieur. Voilà, donc moi, quand je me promène dans la nature, je peux communiquer avec un arbre, je peux lui demander, par exemple, tiens, une expérience. Quand j'étais à Bugarache, une fois, je me suis perdue, parce qu'en 2005, j'ai découvert Bugarache. On était sur un des flancs très peu visités du Bugarache et j'étais vraiment perdue. Un ami m'avait planté là au milieu des bois en me disant: j'ai un truc à te montrer, c'est formidable, je reviens. Voilà. Au bout d'une demi-heure, bon, le temps m'a paru long, peut-être un quart d'heure. Il n'était toujours pas revenu et je commençais un peu à avoir peur. Et j'ai demandé à recevoir des bonnes informations pour sortir de cet endroit qui me semblait un peu, peut-être un peu hostile, la nuit allait tomber, etc. Et là, j'avise un arbre noir. C'était le seul tronc d'arbre noir. Et je ressens qu'il me dit de venir vers lui. Donc je vais le toucher. Et là, aussi curieux que ça puisse paraître, j'entends: tu vas suivre les arbres noirs et tu vas voir, tu vas sortir de cet endroit et tu vas trouver ce qui est bon pour toi. Donc, il n'y avait que des arbres avec des troncs normaux, voilà, et quelques troncs noirs. C'était une espèce d'arbre probablement. Donc, je les ai suivis et je suis arrivée à un grand cercle de pierre sur les flancs du Bugarache, dans la forêt. Et puis, je me suis assise, j'ai attendu et j'ai senti que c'était un endroit qui nettoyait, qui purifiait. Et au bout de 10 minutes, j'ai mon ami qui arrive, qui s'appelait Jean-Joseph, qui m'a permis de découvrir plein de choses à Bugarache. Et il me dit: ah, mais tu l'as trouvé, mais c'est ça que je voulais te montrer. C'était le cercle. Donc voilà, quand on est dans la capacité de dialoguer, finalement, nous ne sommes plus jamais perdus. Nous trouvons toujours notre chemin parce que nous sommes guidés par ce qui semble des fois étrange, mais un minéral, une fleur, un oiseau. Voilà, notre corps aussi. Notre corps dialogue avec nous. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. Ça commence par notre corps. Toute la conscience corporelle, l'écoute. Et oui, L'écoute donc on peut vraiment, voilà, et c'est ce que j'ai envie de partager en fait. Et le week-end dernier, j'étais en stage à Évian, et parmi les stagiaires, ils me disent: il y a un avant et un après. Parce que c'est-à-dire que c'est celui qui a l'information, qui comprend aisément comment cette information circule en lui ou elle, peut le transmettre. Nous sommes contagieux, c'est l'expérience du centième singe. C'est-à-dire que celui qui a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre peut transmettre l'information de ce qu'il a vu et entendu, et ça devient très contagieux, malgré la distanciation sociale. Euh, c'est vraiment le champ morphique, la résonance morphique, que Sheldrake a mis en évidence, et puis il y a Joël de Ronet aussi qui en a parlé, enfin plein. Voilà. Donc,
Si je connais quelque chose, si je le connais, hein, c'est pas c'est pas si je le survole, hein, c'est si je le connais de l'intérieur par l'expérience, à ce moment-là, je peux le transmettre parce que je l'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai dans mes cellules. C'est une information concrète que j'ai dans mes cellules. Voilà. On ne peut pas connaître quelque chose en le lisant. Il faut le vivre par l'expérience. Et ceux qui ont vécu dans l'expérience, euh, voilà, la compréhension de comment on dialogue ou autre, ben, on peut le transmettre. Et donc, vous, c'est ce que vous allez proposer, ce que vous voulez proposer aujourd'hui, c'est transmettre un peu ces outils que... Oui, les outils et puis s'amuser aussi, parce que c'est très amusant de prendre un pendule et puis de faire sur des tableaux où est-ce que j'en suis de mon taux d'énergie vitale, comment je peux améliorer ça dans mon corps. C'est très amusant. Et puis, pour ceux qui n'entendent rien, parce qu'on me dit souvent, oui, mais moi, j'entends rien. Ben justement, on peut avoir le tarot de Marseille, parce que avec le tarot de Marseille, on sort une carte et on se pose la question, tiens, pourquoi est-ce que cette carte vient répondre? En quoi est-ce que c'est cohérent pour moi d'avoir cette carte-là maintenant? Il y avait Gérard Ratias et puis Jodorowitch qui avait écrit un livre de correspondance entre le tarot de Marseille et puis les organes. Donc ça, c'est vraiment passionnant tout ça. Donc c'est des outils que j'ai appris, on va dire. Mon premier tarot de Marseille, je l'ai eu, j'avais 12 ans. Donc je me suis initiée avec lui toute seule, hein. Maman m'a dit, tiens, voilà, prends. Et elle m'a rien dit d'autre. Donc j'ai dormi avec mes lames de tarot une par nuit, elles m'ont enseigné pendant mon sommeil, etc. Et donc cette quête hein, ce chemin, je le pratique depuis l'enfance en fait, hein. Et donc c'est des outils que je connais bien et que voilà, peut-être que j'ai quelques clés pour aider les gens à se développer, à grandir avec, sans être dépendant de quelqu'un qui va leur enseigner quelque chose. Ça va leur venir de l'intérieur avec des exercices, des pratiques qu'on développera au cours des ateliers, bien sûr. Il y a quand même une toute petite structure, un petit cadre. Il y a un cadre, il y aura des thèmes différents chaque mois. Oui, voilà. Travailler sur soi, donc toujours de se libérer de ce qui nous freine, on va dire, Oui, oui, pour aller révéler nos potentiels de c'est créateurs. ça. Oui, et on s'aidera du mois, hein, comme par exemple là on est en automne, donc les feuilles tombent, on retourne à la structure de l'arbre, hein. Donc qu'est-ce que ma structure me permet, et puis qu'est-ce que je lâche, parce que les feuilles mortes, moi j'aime bien la comparaison avec les lettres mortes. Qu'est-ce que je lâche comme vieille lettre, vieux contrat, vieil attachement? Qu'est-ce que ça permet de faire éclore en moi? Donc on aura comme ça des petites pauses de réflexion là-dessus. Et puis on mettra des thèmes qui seront des fois de saison ou proposés aussi par ceux qui vont faire les ateliers. Parce que c'est vraiment une collaboration, c'est pas seulement, voilà, moi je vais pas être une maîtresse qui dit faites ceci, faites cela, hein. On fera ensemble. Et puis ce qui est chouette, c'est que qu'on soit un individu au sein d'un collectif, euh, ça veut dire que l'individu ressent quelque chose qui touche aussi le collectif. Ça veut dire que si quelqu'un fait l'atelier, qu'il vit quelque chose et qu'il a envie de le partager pour qu'on le décortique, ça va de toute façon toucher le groupe est spectateur peut-être plus tard dans les replays de l'atelier, parce que ça parle à tout le monde. Finalement, le microcosme dans le macrocosme, hein. Ce qui touche l'individu touche le collectif, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes comme des cellules épithéliales, hein. Enfin, voilà, de l'épiderme, hein. Nous sommes une grande peau d'un grand corps. C'est un corps énergétique. Cette grande conscience du divin, nous en sommes le corps. Et donc, ce qui touche l'individu touche le collectif. D'ailleurs, hein, c'est là-dessus qu'il faut être aussi très attentif, hein, de voir dans quel collectif nous glissons, dans quel égrégore nous mettons, à quoi nous nous raccrochons, parce qu'il y a des égrégores qui sont très toxiques, hein, et qui créent des enfermements. Et ça, on peut se nettoyer des égrégores aussi et aller vers Tout d'autres à fait. Oui, égrégores. oui.
Oui, on a souvent la croyance d'une forme de malédiction, hein. Alors évidemment, oui, ayant travaillé avec pas mal de populations autour du monde, je sais que les malédictions existent et que le mauvais œil, hein, toutes ces choses-là, ça existe. Donc dans les ateliers, on apprendra à s'en défaire aussi. Mais il y a aussi des égrégores dont nous subissons les conséquences, mais auxquels nous nous sommes raccrochés par méconnaissance. Il y a plein d'égrégores qui ne sont plus du tout d'actualité, hein. Tous les égrégores des anciennes cultures, des anciens rites, des anciennes façons de faire, tout ça, c'est des égrégores du passé. Le présent nous demande de ne pas réactualiser le passé. Pour avoir la chance de créer notre nouveau présent et notre meilleur futur, il faut sortir des vieux conditionnements pour avancer, et créer et inventer du neuf. Donc s'inventer nos propres rituels, ne plus obéir à des rites anciens. Ça, c'est très important. On verra aussi ça dans les ateliers. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que des fois je pars. Est-ce que vous avez des questions, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de nous partager, Nathalie aussi? On a fait pas mal de sujets là déjà en fait, c'est presque 1 heure. Hem, on a parlé, du point zéro, oui. Hem, l'importance de faire partie de ce tout en fait, qu'on est tous reliés, Mmh. le le travail qu'on fait pour soi va aussi avoir une influence sur les proches. C'est-à-dire que même si Oui, pas le bien travail, sûr. Ah, ça va bien sûr. aider, Oui, ça oui. va Oui, paraître oui. marcher. Mmh. Le travail individuel, hein, on ne peut pas s'imaginer seul au monde, en fait, hein. Nous ne sommes pas seuls au monde. C'est-à-dire que même si nous sommes tous différents les uns des autres et irremplaçables, ça aussi, le vieux truc de si tu fais pas ça, c'est pas grave, de toute façon, on peut te remplacer, hein, le- l'humain remplaçable, l'humain interchangeable, c'est faux. Nous sommes tous uniques, irremplaçables, dotés de qualités innées et aussi acquises. Et ce que nous sommes, la somme de ce que nous sommes, on dit en mathématiques, hein, la somme de ce qui me compose, ce que je suis, c'est bien supérieur à ça, mais c'est vrai. Et donc, chaque identité fait partie d'un grand tout en étant unique. Et j'aime beaucoup l'image de ces cellules imaginales du papillon, hein. Euh, la petite chenille qui rampe au sol, elle est chenille, elle est chenille, elle est chenille, jusqu'au jour où les cellules imaginales qui sont en elles se réveillent en prenant conscience que leur vie sur Terre à ramper, c'est terminé, et qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus coloré, de plus lumineux. Et donc ces cellules, elles commencent à induire, comme un petit peu un trojan, hein, elles commencent à induire dans la chenille la manifestation du changement. Et la chenille, elle résiste, hein. Au début, c'est comme, on va dire, les défenses immunitaires, les cellules de la chenille, elles veulent un petit peu zigouiller les cellules imaginales qui vont donner le futur papillon. Et puis, bah, ces cellules imaginales, elles se regroupent, puis elles commencent à manifester la voie du changement dans la chenille qui forme sa chrysalide et qui devient une espèce de truc absolument, une bouillie immonde à l'intérieur de la chrysalide. C'est le chaos. Et là, on est là en ce moment, hein. On est dans la bouillie. Et, euh, et en fait, ces cellules imaginales, c'est nous. On se regroupe, on se met en lien, on se met en cohésion, on se met en synchronicité, on se synchronise. Et par les changements que nous opérons en nous-mêmes, nous allons pouvoir opérer le changement sociétal dont nous rêvons. Et c'est à nous d'imaginer ce meilleur futur, hein. Personne ne va l'imaginer à notre place. C'est à nous de nous donner cette chance, hein. Même si autour de nous, c'est lourd, même si on nous met les bâtons dans les roues, même si tout est fait pour nous rendre tristes, désemparés, seuls, comme aussi des fois victimes d'une situation. Ça, on est au stade, il faut bien le savoir, de la cellule imaginale et de la cellule de la chenille, hein, dans la même chrysalide. On essaye vraiment de nous faire dépérir d'angoisse, d'ennui, de croyances que nous sommes impuissants. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux.
1% de l'humanité, peut-être 10% de l'humanité peut faire changer, on va dire, la face du monde, hein. C'est notre force. Mmh. Nous sommes très puissants. Ouais et alors, bah, c'est fabuleux de faire un travail aussi d'aller vers, sa puissance et Mm. développer ses potentiels, mais ça peut avoir un impact aussi donc sur l'entourage comme on le voyait, Oui, mais parfois, oui, l'entourage, ne voit pas du tout, n'évolue pas et reste dans un côté sombre, donc ça peut créer des grosses distances. Au niveau familial, c'est pas toujours simple, mm, donc comment gérer, quand on est, avec un conjoint ou des parents qui sont vraiment aux antipodes de ça? mm. Comment rester, dans l'amour, enfin, la des relations, agréables, quand il y a un fossé qui grandit, quoi? Oui, peut-être en voyant bah, des fois, il n'y a pas de cadeau derrière la situation, hein. J'allais dire en voyant, tiens, je vais demander une réponse inspirée. Je vais demander une réponse inspirée. Donc, comment faire avec un conjoint qui reste bloqué dans ses croyances? Eh bien, j'entends le protéger, le chérir, l'aimer comme il est et l'aimer au point de pouvoir le laisser aller dans sa propre direction sans que cela interfère avec notre propre chemin. Voilà. Donc, des fois, pour aider les autres, il faut savoir les lâcher, lâcher la main. Pour pouvoir lâcher la main, ben, il faut être guéri de son schéma d'abandon, de son pacte de loyauté. Parce que des fois, le pacte de loyauté, c'est quelque chose qui nous impacte et qui nous empêche justement de pouvoir lâcher l'autre, tout en sachant que là où il va aller, ça sera bon pour lui ou elle, et de pouvoir soit poursuivre son chemin. Des fois, il n'y a pas d'autre choix que de lâcher la main. Et pour lâcher la main, il faut avoir guéri en soi la loyauté, le devoir de loyauté, la peur de l'abandon, qui nous pousse à ne jamais abandonner, parce qu'on croit qu'on abandonne, alors qu'en fait, il faut changer de point de vue. On n'abandonne pas l'autre, on lui donne une chance de se réaliser autrement et avec quelqu'un d'autre. Voilà, par exemple. Euh, et aussi, tiens, j'entends la mission spirituelle. Des fois, on vient au monde avec la croyance que nous avons une mission spirituelle et que hors cette mission spirituelle, aucun bonheur n'est possible pour nous. Ah ben là, alors on se condamne à ne faire que dans la mission spirituelle et à ne plus exister dans le quotidien. On parle beaucoup de l'abondance. Être dans l'abondance, ben, quand on a une mission spirituelle, et si on a la croyance que l'abondance n'est pas pour nous, on est dans un antagonisme là. Voilà, il y a plein de choses comme ça. L'abondance, des fois, c'est pesant. On pourrait plutôt parler d'aisance. Faire les choses avec aisance, vivre avec aisance, être dans l'aisance. Moi, j'aime bien, j'ai reçu ce mot il y a quelque temps, l'aisance, plutôt que l'abondance. Mmh. C'est très joli. Oui, puis abondance, des fois, c'est abonder dans le sens de l'autre. Abondance, pas toujours facile à porter. Oui, puis l'aisance, c'est vraiment la Mais fluidité. oui, voilà. Moi, c'est vraiment ça m'a été donné il y a, je crois, 15 jours à peu près, hein, un matin, en me réveillant, j'entends et si tu pensais à aisance, si tu pensais à l'aisance, je me suis dit, ah oui, bonne idée. Mmh. C'est très joli. Alors, justement, là, il y a aussi une question. Au début de la conférence, vous aviez dit que, vous avez dit que certains ne passeraient pas en 5D, vont rester en 3D. Oui, Est-ce qu'on peut éviter ça et imaginer que voilà, l'ensemble de l'humanité évolue et passe en 5D et qu'il n'y en a pas qui restent. la bonne nouvelle, hein, que j'avais annoncée aussi, c'était ça, c'est que ce que nous avons dans le cœur, hein, rien de ce que nous avons dans le cœur ne seront abandonnés quelque part, hein, et ne seront oubliés. Voilà, ça c'est aussi, j'ai reçu ça il y a 2 ans. Rien de ce que vous avez dans le cœur, aucun de ceux que vous avez dans le cœur ne seront oubliés. Ça veut dire que, et alors la fin de la phrase, c'était: «Charge à vous de vous en occuper». C'était moins rigolo. Ça veut dire que ce que nous avons dans le cœur, nous les transportons avec nous. Imaginons que nous soyons comme les arches de l'alliance, hein, que nous soyons les barques, hein, qui passent, d'un état à un autre. Ça veut dire que nous emmenons avec nous ce que nous avons dans le cœur. Nous ne pouvons pas les changer, nous pouvons juste marcher devant eux, ils suivent ou pas, mais de toute façon,
ils vont arriver à un état de conscience qui leur permettra d'être peut-être moins doués, mais en tout cas d'être dans cette 5D, parce que nous les portons dans notre cœur. C'est vraiment l'ouverture du cœur qui nous est demandée, hein. C'est très beau, voilà, c'est un très beau message, plein d'espérance, voilà, et donc à nous d'aimer. Et oui, et c'est vraiment ça notre expansion de cœur, hein. L'expansion de cœur, ça ne va pas nous séparer des autres, hein. Les autres, à un moment donné, qu'ils nous comprennent ou pas, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que nous les aimions comme ils sont et qu'ils nous suivent. Donc, il faut continuer de les aimer pour leur donner envie de nous suivre. Si on commence à être détestable avec eux, évidemment, ils vont nous lâcher. Ils vont se dire, bah, va vivre toute seule sur ton île solitaire. Merci Nathalie, c'est vraiment joli de terminer là-dessus. Donc, je vais juste partager, voilà, vous allez animer 2 ateliers, en tout cas, enfin, on a prévu 2 là, en novembre et décembre. Le premier sur le fait d'identifier et de se libérer de nos peurs, et le second pour se libérer des croyances. Voilà. Je ne sais pas si vous avez Mm. un mot qui vous vient là. Après, ça peut, voilà, ça c'est le thème posé. Ça peut évoluer aussi. C'est ce qui semblait être pas mal pour les deux ateliers qui viennent, hein. Et voilà, l'idée c'est qu'il y a un atelier par Ouais, mois. À chaque fois, vous ouais. allez transmettre des outils euh, Oui, pratiques, très, très clairs. Et puis en même temps, il y aura un travail sur soi qui est fait d'identification des oui. moi. Il y aura aussi des formes de méditation, des petits instants de réflexion, en fait, hein. On aura, par exemple, il y a des mots qui vont être posés, et puis ensuite, on va juste les ressentir, voir à quel endroit du corps on les ressent, pour pouvoir comme ça les dissoudre. Voilà. Et ils seront dissous pendant l'atelier, par un état vibratoire particulier dans laquelle nous allons nous mettre, juste par une simple, on pourrait dire par un simple ancrage, hein, mais on va faire monter nos taux vibratoires pour arriver à un état de dissolution de nos peurs. Et peut-être qu'on n'aura même pas besoin de nommer nos peurs. Quand on atteint un certain niveau de conscience d'être, et à ce moment-là, on monte tellement dans nos plans vibratoires que les peurs nous lâchent. C'est plus possible qu'elles s'accrochent à nous, en fait. Il y a une dissolution totale juste par la croissance vibratoire. Hmm. Donc ça, ben, on pourra l'expérimenter euh, simplement parce que ben, quand l'un le vit, les autres le vivent aussi. Voilà, c'est l'effet, on va dire, propagation de l'onde, hein, dans le groupe. Ce que je disais, oui, ce qu'on n'a pas raconté, c'est cette histoire d'onde, hein, le sous-marin. C'est-à-dire quand on me demandait d'expliquer un peu pourquoi nous avons accès ou pas au futur. Ben, c'est simplement que quand on est tous dans un même océan, nous baignons dans les mêmes oscillations, les mêmes ondes, hein. Et le futur, on ne le voit pas arriver, mais il s'annonce à nous comme un sous-marin qui viendrait vers nous. Il s'annonce à nous par des ondes. On reçoit ces ondes qui nous obligent à nous positionner déjà là où nous sommes dans notre présent, même s'il est à des centaines de milliers de kilomètres, hein, il crée un mouvement comme ça dans l'océan. Et nous le ressentons. Tout comme j'avais parlé aussi du promeneur, hein. Si on est dans un versant de montagne et puis qu'on voit tout d'un coup des oiseaux qui viennent vers nous, qui sont comme des informations, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un promeneur qui est dans notre futur, on ne le voit pas encore arriver, mais il est quelque part là, et il est en train d'envoyer vers nous ben, les oiseaux, les lapins, tout ce qui fuit devant lui. Et nous, on reçoit ces informations. Mais ça, c'est une métaphore, mais c'est pour dire que le futur nous envoie des informations. Et nous, quand on est au niveau de la Terre comme une petite fourmi, des fois, on manque de cette vision. Mais si on se relie à notre esprit supérieur, qui lui voit tout de là où il est en dehors de l'espace et du temps, et il a accès à toutes les informations, même de notre futur, et aussi de notre passé, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on peut absolument modifier, transformer, changer les informations, en retenant que celles qui nous conviennent ou en transmutant celles qui ne nous conviennent pas pour les renverser. C'est aussi ça l'ère du Verseau. C'est l'ère où on reverse les eaux de façon différente.
Merci Nathalie. Merci pour toutes ces informations partagées. C'est voilà, c'est très, très positif, très agréable, très enthousiasmant de savoir que tout le travail qu'on fait, c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres, et que comme ça, tous ensemble, on peut continuer à apporter aussi tout le meilleur pour le collectif et que les meilleurs futurs adviennent. Oui, c'est Voilà. ça. Bah, Que choisissons-nous? ouais, merci. Vous trouverez donc sur homelife.fr toutes les informations sur les prochains ateliers avec Nathalie. Et puis on vous enverra le replay, enfin un lien où vous pouvez regarder à nouveau cet entretien avec Nathalie. Merci à tous.